Mon cher Hugues-Hector Zogo est sur ce plateau. Bonjour Hugues-Hector Zogo. Bonjour Morey, bonjour Omar, bonjour aux téléspectateurs, bonjour également à tous les internautes qui nous suivent et bonjour aux amis qui nous suivent également depuis la radio Diaspora FM. Très bien. Alors, je me retourne vers vous. Oumar Léandjou, toujours avec votre souris, votre babichette blanche, ou bien c'est barbe ou bien babichette? Je crois que c'est bien une barbe. Ah, c'est une barbe. C'est une barbe. C'est une barbe qui a une très grande signification. Ah oui? Oui, c'est tout un processus. Je n'ai pas gardé la barbe pour garder la barbe. Ah voilà. oui, c'est tout un processus. Vous êtes levé un matin, travail personnel. Vous avez vu une barbe là, à votre menton? Pas du tout. C'est Dieu qui vous a envoyé ça, c'est ça? Pas du tout, oui. Enfin, si vous étiez psychologue, on allait faire l'analyse et vous allez voir un peu toute l'histoire liée à cette petite barbe. Je vais inviter un psychologue, on va faire une émission sur votre barbe, sur ce plateau avec un psychologue. C'est comme vous voulez, je suis complètement... Le barbe de Omar, c'est le titre de l'émission. Voilà, une problématique psychologique. Voilà, c'est le sous-thème d'ailleurs. Bonjour, mon cher Omar. Bonjour, Maurice. Bonjour, Hugues-Hector. Bonjour, je vous salute un peu comme d'habitude. Non, mais c'est normal. Il faut de la bonne ambiance. Mais cette barbe-là, elle est liée à ma foi, à l'envie aussi. Vous voyez, on ne devient pas journaliste par hasard, hein, vous savez. On devient journaliste parce qu'on se sent l'âme de cette... Parce qu'on a vu de bons journalistes qui ont des barbes. Pas du tout. Parce qu'on a cette âme-là de rebelle quelque part, défenseur de la liberté d'expression. Voilà, ce côté un peu rebelle. Il y a beaucoup, c'est toute une histoire. C'est pourquoi je vous parlais de... Enfin, voilà. Comme vous avez ouvert la brèche, je vous ouvre un peu une petite parenthèse sur la barbe. Très bien, merci, merci. Voilà, vous êtes installés, on va y aller. Il sonne exactement 8h26, je crois, si je ne me trompe pas, 26 minutes, oui. À ma montre, on va partir avec le premier sujet de ce matin. C'est à la une du quotidien, les 4 vérités. Et bien sûr, on va parler de cette information que nous apportent les 4 vérités ce matin. Défilé militaire du 1er août à Cotonou, 5080 militaires, 4 pays invités, dont un de l'AES. Un a déjà confirmé sa participation. On en parle, Hugues-Hector Zogo. Oui, nous sommes progressivement et sûrement en train de nous préparer pour la commémoration de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays en date du 1er août. Et comme vous le savez, au cours de cette belle cérémonie d'unité nationale, l'occasion est donnée aux forces de défense nationale de pouvoir offrir à notre pays et aux autres pays du reste du monde entier, ce qu'on appelle le défilé militaire. Et pour le compte donc de cette année-ci, nous avons eu la chance d'écouter le porte-parole des forces armées béninoises, le colonel Johnson, qui a essayé de présenter un peu le niveau de préparation, où est-ce que nous en sommes avec cette grande activité qui retient de plus en plus l'attention de tous nos compatriotes béninois. Et comme vous l'aviez si bien dit, 5080 hommes de rang sont attendus donc sur le boulevard, ce majestueux boulevard, je vais dire, de la Marina. Qui scintille déjà ce matin. Exactement. C'est un boulevard extraordinaire. Quand vous y prenez part, vous voyez un peu toute la joie qui peut animer, tout le décor, tout l'environnement. Et vous savez que depuis l'arrivée à la tête de notre pays, depuis 2016, le président Patrice Talon a aussi travaillé à mettre en place une stratégie logistique qui redonne plus de la valeur à la célébration de cette fête au niveau de ce boulevard-là. Et donc, en dehors des 5080 hommes, ou du moins au cœur de ces 5080 hommes, on peut déjà retenir qu'il y aura au total une quarantaine de pelotons. Chaque peloton est composé de 127 personnes. Donc, ça va être, je vais dire à la limite, une très belle fête pour l'armée béninoise.
mais également pour les autres armées de la sous-région, parce que au regard des informations qui sont partagées, il y a l'invitation qui est adressée à d'autres pays de la sous-région. On entend parler par exemple du Ghana, qui devrait normalement être avec nous si tout va bien. Le Togo aussi, la Côte d'Ivoire a déjà confirmé. Il y a un pays de l'AES, comme vous l'aviez si bien dit aussi, qui visiblement sera présent avec nous. Tout ça démontre que le Bénin aujourd'hui reste assez ouvert avec les autres États de la sous-région. On a toujours voulu que ce soit une très bonne coopération qui se... Une fête sous-régionale. Exactement, qui se nourrissent. Et si aujourd'hui l'armée nous donne le bon exemple, vous avez vu il y a, je crois, 2 ans en arrière, on a eu la chance d'accueillir sur notre territoire national les Nigérians. Et ils avaient défilé, ou du moins c'est l'année dernière, si je me trompe. Oui, les Nigérians étaient voilà, sur le boulevard de la Marina. La Marina, je crois que c'était l'année dernière. Tout à fait, c'est l'année dernière. Exactement, donc ça a été quand même une très belle fête, au point où les Béninois se sont même dit, ils sont invités, mais ce sont eux qui prennent suffisamment de temps encore, parce qu'ils ont offert de très bons tableaux. Donc je crois quand même que cette belle fête du 1er août sera encore une occasion pour non seulement les populations de renouer contact avec leur armée, de vivre une certaine fierté d'appartenance à la terre béninoise, mais ça va rester aussi source, je vais dire, de cohésion avec les autres armées. Et ça va resserrer aussi les liens. Ça va resserrer les liens. Pays, oui. Ça va resserrer les liens avec ces pays de la sous-région. On a eu aussi la chance d'écouter un peu le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Ongweki, sur la SRTB, qui a renouvelé donc l'engagement du chef de l'État à toujours tendre la main à ces États qui se retrouvent être pays limitrophes du Bénin. Et donc, on espère que cette main tendue soit effectivement acceptée et que nous puissions avoir plusieurs troupes avec nous pour célébrer notre fête nationale. Oumar, vous avez entendu Hugues Hector Zogo rappeler un certain nombre de choses. D'ailleurs, hier, il y a eu une conférence de presse de la part du porte-parole du ministère de la Défense. Le porte-parole, le colonel Ronforga, c'est ça? Non, le colonel Johnson. C'est lui qui est aujourd'hui le porte-parole des armées béninoises. Des armées béninoises, porte-parole des armées béninoises. Et vous avez entendu les informations. Oui, il a rappelé l'année passée où nous avons eu droit à cette prestation de la troupe nigériane. Je pense quand même qu'on a remarqué qu'avec cette prestation, on a dépassé un peu le timing prévu. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc essayer de voir le timing avec les troupes par rapport au défilé cette année, puisqu'on a plusieurs pays invités? Oui, le timing, c'est important. C'est important parce que c'est un événement, on va dire, télévisuel finalement. Et la télévision, le temps, c'est très important. Et donc, le timing, c'est important parce qu'il y a d'autres activités aussi derrière. Il y a d'autres événements aussi derrière qui vont venir. Il y a la réception, c'est vrai qu'il y a le défilé, mais il faut montrer toute notre hospitalité à tous ces invités-là. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont derrière. Donc, le timing, il faut absolument faire l'effort de respecter ce timing-là. Je pense que cela aussi démontrera tout notre sérieux, tout le sérieux en tout cas que le Bénin veut donc refléter aujourd'hui à la face du monde. Je pense que c'est très important. Et puis ce défilé, finalement, comme Hector l'a dit, prend, enfin, on va dire les défilés sous le président Talon prennent, on va dire, une dimension très diplomatique finalement, où on voit beaucoup donc de pays frères qui viennent participer, quelquefois même des pays occidentaux, la Belgique, vous vous en souvenez. L'année passée, la Belgique, elle était présente également. Donc ils viennent et puis ils viennent nous aider. Et puis cette année, un pays de l'AES qui apparemment, les choses sont en bonne voie. Si jamais ça se confirme, pourquoi on ne nous dévoile pas le pays qui arrive? Bon,
C'est sûr que vous moi, savez, moi j'entends ça parler du Niger, par exemple. Il y a la stratégie militaire. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous savez la tension qui existe entre les pays en ce moment. Donc il faut aller tout doux, il ne faut pas dévoiler le pays pour que entre eux là-bas quelqu'un décourage l'autre pour dire pourquoi tu vas. Voilà, vous imaginez vous dévoiler alors que l'autre n'a pas encore donné tout son accord. Peut-être que c'est juste d'abord un petit accord de principe. Ok, d'accord, étant donné qu'il n'y a pas d'animosité, bon, ok, on est d'accord, on va venir. Et que vous partez tout de suite publier tout alors qu'ils n'ont rien peaufiné, ils n'ont rien. Ils peuvent finalement dire, mais comment est-ce qu'ils agissent de cette manière-là? Il faut qu'on mette les choses en place quand même un tout petit peu avant quand même d'aller dévoiler tout. Moi, je pense que c'est très important. Et puis, si on regarde, c'est la preuve de la volonté, on va dire même persistante du chef de l'État de vouloir régler la petite situation aujourd'hui qu'il y a entre le Bénin et certainement donc, le Niger et d'autres pays de l'AES. Voilà. Donc, on veut remettre en place une coopération saine et empreinte de paix, de cohésion, d'entente, de bonne entente entre donc, les dirigeants des différents pays. Je pense que c'est très important. Et puis en plus, quand vous regardez très bien tous ces pays-là qui nous entourent, c'est des pays également qui, pour la plupart, sont en proie également à quelques incursions djihadistes de temps en temps sur leur territoire. Donc on a besoin également de s'unir sur ce point-là et aussi. Donc il faut une certaine coopération, on va dire sécuritaire, pour permettre donc de lutter main dans la main, ensemble, contre donc ce fléau-là qui est en train de gangréner complètement tout le Sahel en ce moment. Donc il faut faire l'effort donc de se parler, de s'écouter, de se regarder, c'est-à-dire comme de vrais frères, avec beaucoup de fraternité, je vais dire, comme les peuples l'ont toujours fait entre eux. Il faudrait que les dirigeants en arrivent là aussi. Et je pense que le Bénin est en train de monter cette volonté-là, de vouloir aller dans ce sens-là. Et c'est très important. Quand vous imaginez, quand ces troupes-là vont venir ici, c'est sûr que la hiérarchie militaire des deux côtés va donc coopérer. Il y aura des moments de discussion, des moments d'échange. Et ça aussi, c'est important donc pour mettre en place finalement cette coopération sécuritaire ou si vous voulez militaire dont je parlais, pour pouvoir donc finalement lutter contre donc le fléau qu'est le terrorisme aujourd'hui dans nos États. Donc, c'est une très bonne chose, c'est très bien que les autorités donnent finalement une portée très diplomatique donc à cette célébration du 1er août de notre pays. Ça fait plaisir, c'est la preuve que nos autorités, notre diplomatie, les gens ne donnent pas sur leur laurier, ils sont à quelques jours, on va dire même de la fin de leur mandat, à quelques mois de la fin du mandat, mais ils ne s'arrêtent pas de travailler, ils continuent de travailler. La preuve, la diplomatie est là, en marche, en train de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir donc remettre en place les liens entre tous ces pays-là de l'AES. C'est une très 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 bonne chose. C'est une très très bonne chose, Oumar et Hector, sur ce plateau. Si vous me le permettez, on va passer à un autre sujet. Oui. Une petite information que je voulais quand même apporter. C'est qu'on aura cette année 16 appareils volants. D'accord, 16 appareils volants. Donc, c'est assez considérable. Je crois l'année dernière, on en avait eu autour de 6. Oui, voilà. Presque une dizaine. Voilà, presque une dizaine. Donc, aujourd'hui, 16 appareils volants. Ça veut dire que... Ça promet. Ça promet. Les Béninois vont découvrir aussi... Vous savez, l'année passée, moi, j'étais sur ce boulevard-là. Ouais. Et puis, j'ai même filmé le passage des avions. C'est pour la première fois quand même que le Bénin défilait avec autant d'avions, avec des démonstrations qu'on a vues. Oui. Et donc, je pense que la fête s'annonce encore plus belle cette année. C'est sûr, oui. Quand on sait que ce sera 16 avions, avec ce qu'on a déjà vu l'année passée. Et si maintenant, il faut nous refaire cette démonstration avec 16 avions, je vois quand même que ça promet et il faut quand même saluer les efforts qui se font. Deux bonnes notes sur lesquelles je voulais aussi revenir. Il y a une qui concerne le chef de l'État même. Oui. C'est la rigueur par rapport à l'heure annoncée. D'accord. Dès qu'on vous dit que le chef de l'État est attendu pour 10 heures, à 10 heures moins 1 minute, vous avez le chef de l'État qui descend de son véhicule. Ça, je l'ai remarqué depuis 3 à 4 ans déjà. Et je pense que c'est un signal que le chef de l'État nous lance. Et la deuxième chose, c'est relative quand même, je vais dire, au protocole d'État. Oui. Vous vous rendez compte que le protocole de l'État, il accorde assez de solennité et donc à sa présentation.
Et tout ça, ça rehausse l'image de notre pays. C'est des choses sur lesquelles on ne revient pas souvent, mais je tenais quand même à le partager. Vous le faites si bien parce que le protocole d'État est la vitrine de notre pays. Exactement. Ce sont eux qu'on voit en avant, premièrement avant de voir le chef de l'État. Exactement. Et si vous savez tout le soin que le chef de l'État porte à sa présentation, à la présentation de ses ministres, à des occasions solennelles. Je pense quand même que ce n'est pas à eux de faillir sur ce plan. C'est vrai. Et je voudrais aussi apporter de l'eau à votre moulin pour dire que, par exemple, à l'arrivée du ministre Diomaye Faye et du président Diomaye Faye, il était annoncé pour 18h. Exactement. Et imaginez-vous qu'à 18h00, il a fait son entrée à la présidence. Oui, en fait, c'est de très bonnes notes aujourd'hui qu'on doit quand même mettre à l'actif de notre protocole d'État. Ça, c'est lié aussi à la rigueur de notre chef de l'État. C'est vrai, on décrit le fait que c'est trop... Mais c'est ça aussi l'image d'un pays. Pour que les autres vous voient comme le pays sérieux que vous voulez être, il faut, ne serait-ce que la face que vous leur présentez soit une face assez sérieuse aussi. Et ça passe par la ponctualité, ça passe par la prestance qu'on met dans l'organisation de tout ce qui est, comme on appelle, cérémonie publique. Je pense que c'est important de le faire. Et le chef de l'État, dès son arrivée, a déjà donné l'élan par rapport à ça. Et je pense que là, aujourd'hui, 10 ans après, enfin 9-10 ans après, tout le monde prend le pli. C'est une très bonne chose. Vous avez parlé du défilé aérien. Oui. C'est bien. Moi, je trouve que c'est très beau, c'est bien. On connaît des avions. J'espère que la chaîne publique, la maison mère, aura tous les moyens qu'il faut pour nous faire vivre cela aussi à la télévision. Parce que tout le monde, voilà. C'est pas très évident. C'est pas facile. Tout l'arsenal qu'ils ont pu déployer l'année dernière, avec 16 avions, je pense quand même que il ne sert à rien ça ferait encore de mettre ces avions-là dans l'air si on ne peut pas avoir le spectacle en temps réel, le spectacle qui se passe. Moi, j'aurais tant aimé. J'espère qu'il se prépare là-bas. J'espère que la DG, que je vois souvent sur le terrain, très dynamique, donc je me dis que sur ce point, peut-être qu'ils vont faire l'effort pour nous faire vivre un spectacle merveilleux, parce que ces avions en l'air, c'est une prouesse de l'État. Il faut pouvoir donc montrer, faire voir à tout le peuple, surtout les tableaux, que ce soit Tchoumi Tchoumi, à Yoko, à Guidi, c'est pas moi, à Aguagon, quelque part à Ouida. Donc il faut que les gens dans les coins les plus reculés sachent que le Bénin est en train de franchir un palier. Voilà, donc c'est important. Et c'est pourquoi pas l'occasion pour nous aussi de saluer le mérite de nos consoeurs techniciennes qui captent les images au cours. Oui, il y a beaucoup de femmes. Je ne sais pas le casting qui a été fait l'année dernière, mais il y avait suffisamment de femmes derrière les caméras qui ont pu permettre d'avoir de très belles images. Je crois que ça va être continuel cette année aussi. On va l'espérer, Et je voudrais finir par les ministres du gouvernement quand même qui ont également pris le pli, comme le ministre Biotchane qui n'est presque jamais en retard sur ses activités, le ministre des Finances également, si vous leur fixez des heures, ils sont toujours là. Il y a beaucoup de ministres du gouvernement qui, vraiment sur le timing, même le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, je crois pas plus tard qu'avant-hier, on était au lancement du mois de la mode, vous vous en souvenez. Voilà, et on arrive, mais c'est à l'heure pile, tac, 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 et tout rentre dans l'ordre. Donc, je pense que... Pareil pour le ministre de la Justice, la dernière fois où il était question pour les magistrats de... Le président Talon a pu donc inculquer cette rigueur-là, je pense qu'à tout le monde. Et je pense que avec le temps, ça va rentrer aussi dans les habitudes du Béninois lambda. Parce que quand tu sais que nous-mêmes journalistes désormais, on sait quand il y a un événement avec le gouvernement, il faut aller à temps, il faut être là, s'apprêter. Voilà. Et donc après, ils ne vont pas accepter que vous fassiez du désordre en trimballant vos trépieds partout. Donc, on s'y accommode également, on adhère donc à cela. Et c'est une bonne chose pour la nation. Parce que le sérieux, je le répète, ça passe par là aussi, ce que nous dégageons, ce que nous montrons à la face du monde, c'est important. Par contre, ce n'est pas encore une réalité au cœur de nos communes. Quand les maires vous invitent aujourd'hui, il faut attendre 2 heures, 3 heures. Bon, c'est encore les anciennes habitudes, vous le savez. Les personnalités avant se font désirer. Donc, il faut venir les attendre 2 heures de temps, sinon on ne sait pas que la personnalité arrive quand même. Donc, il faut qu'on arrive à se départir de ces mauvaises habitudes qui ne nous avancent pas. Parce que, comme le dirait l'autre, en Afrique, on tue
le temps, alors qu'ailleurs, c'est le temps qui tue. Voilà. On va passer au deuxième sujet, municipal et législatif de 2026. Ce titre qui me fait beaucoup rire, mais je n'ai pas voulu rire. Oui, municipal et législatif de 2026. Papa. Les jeunes frappent à la porte pendant que les vieux s'y accrochent. Qu'est-ce que cela vous explique, moi? Cela merci déjà l'adage aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ça, je le dis à nos autorités, que ce soit le chef de l'État, que ce soit ceux qui sont chargés dans les partis, aujourd'hui qui sont les partis, on va dire, reconnus, de savoir que les jeunes aussi ont leur place dans l'arène politique. Les jeunes aussi, on peut leur faire confiance parce que la jeunesse a beaucoup d'avantages également. C'est du dynamisme, c'est de la bonne volonté, c'est de la force, c'est des forces vives, c'est des gens qui ont envie de se donner à fond. Donc, il faut pouvoir donc utiliser tous ces aspects-là. C'est vrai que la jeunesse aussi s'accompagne de pas mal de petites choses liées peut-être à la précipitation, à l'envie de vouloir tout embrasser en même temps et finalement, on se... Voilà. Et aussi, comment on appelle, à ce qu'on appellerait, je vais dire, à de l'amateurisme aussi, qui est lié forcément à la jeunesse. Mais je pense que si on fait confiance aux jeunes et qu'on leur donne quelques règles, quelques outils, ils sauront également s'adapter. Il y a des jeunes très bien au Bénin, il y a des jeunes qui n'ont pas besoin qu'on attende plusieurs années, plusieurs, je sais pas moi, plusieurs décennies avant qu'on leur accorde leur chance. Il y en a, et je répète encore, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, faites confiance aux jeunes. Je pense que c'est dans ce sens-là que va notre frère, notre confrère, je vais dire. On n'a pas vraiment pris connaissance de l'article encore, mais quand on lit bien, il met tout ceci en relation avec le paraclet, je crois. Le paraclet. Voilà, le paraclet. Il met ceci en relation avec donc les élections générales et aussi une photo, voilà, une photo d'illustration du chef de l'État. On comprend finalement qu'on est en train de s'adresser donc voilà, aux gens de la mouvance. Il y a beaucoup de jeunes qui frappent à la porte, qui veulent être candidats, surtout que la Sénat également vient aussi de donner tout ce qu'il y a comme dossier, de la liste de tout ce qu'il y a comme dossier pour pouvoir donc se présenter. Donc les états-majors dans les partis politiques doivent comprendre également que voilà, les jeunes gens peuvent faire donc le travail également. Il faut leur accorder leur chance. Je pense que c'est une bonne chose. C'est bon de rappeler à tout un chacun. C'est vrai que ça fait un tout petit peu papa, en griffe papa. Les jeunes frappent à la porte pendant que les vieux s'y accrochent. Bon, les vieux aussi vont pas laisser tomber, hein, parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Il faut cette alchimie-là, il faut ce mélange-là aussi de générations. Il faut un peu de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc, il faut tout le monde pour pouvoir donc bâtir ce Bénin-là dont on rêve. Est-ce que réellement, pour être sincère, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire que les vieux s'y accrochent quand même? Quand on voit le microcosme politique, on comprend quand même que les jeunes s'y lisent de plus en plus et que également du côté des ministres. Regardez les ministres de la République. Il y a quelques années, c'est pas ça. Et regardez, dans un pays comme le Cameroun, vous avez vu les ministres de 93 ans, de combien d'âge? De 92 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu quand même des avancées? Le chef de l'État a travaillé à reconstruire une nouvelle classe politique et je pense qu'il n'a pas fini cette réforme-là. Il y a encore un peu d'efforts à faire, mais il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire qu'il a battu un record extraordinaire en termes de nomination des jeunes. Beaucoup ne vont peut-être pas mieux cerner la chose, mais quand on parle de jeunes, c'est déjà cette personne-là, de la quarantaine d'âge à la limite, qui n'a, de par le passé, occupé aucun poste de responsabilité, mais à qui l'autorité fait confiance. Et quand vous vous arrêtez, vous faites le bilan, ils sont très nombreux. Surtout les directeurs généraux, les directeurs des agences qui ont été créées, la plupart se retrouvent être des jeunes, la quarantaine, la cinquantaine au maximum. Et ces jeunes-là, au cours du premier mandat, dès qu'ils ont effectivement démontré que le chef de l'État pourrait compter davantage sur eux, qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Il a travaillé pour que ces jeunes-là soient positionnés sur la liste de députation. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
quand vous regardez, même les journalistes, l'Assemblée nationale, même les journalistes ont du mal aujourd'hui à vous donner le nom de tous les députés qui sont et qui siègent. Parce que ce n'est plus comme le passé, les yeux fermés. Troisième mandature, quatrième, on peut savoir qu'il y aura tel député, forcément telle personne. Tel va s'asseoir à tel endroit dans l'hémicycle. Exactement. Dès que vous donnez le nom, vous-même, vous ne vous dites pas, bon, est-ce qu'effectivement il a été élu ou non. Vous donnez le nom parce que vous vous dites, bon, il fait partie donc de cette classe de privilèges qui devrait siéger à l'Assemblée. Rappelez-vous cette législature où siégeait l'honorable Roudégbé, d'autres... Il y avait certains parmi eux qui étaient, mais on va dire, propriétaires titulaires. D'autres allaient dormir, il faut le rappeler, d'autres allaient dormir à l'Assemblée nationale, hein, on en a vu... Oui, on en a vu à la télé des députés qui dormaient, ils étaient fatigués, sous le poids de l'âge, des professeurs déjà proches de la retraite qui militent dans des partis et puis qu'on envoie à l'Assemblée nationale. Certains sont partis dormir sur les sièges de l'Assemblée nationale pendant leur législature. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous et ça aussi, il faut avoir le courage de saluer les partis politiques qui, d'une manière ou d'une autre, font un effort dans ce sens. Quand je prends par exemple la Renaissance nationale, vous n'allez constater que le pouvoir n'est accordé qu'aux jeunes. Les jeunes entourent beaucoup. Oui, il y a suffisamment de... quelques reportages là-bas, j'ai vu que... Au-delà des jeunes, les jeunes, les femmes aussi. Vous avez vu, c'est le premier parti qui a positionné plus de femmes aux élections communales il y a quelques années. Le parti dirigé par une femme aussi. Tout à fait. Exactement. Et puis en dehors de ça, il y a aussi le bloc républicain qui se réclame être un parti de jeunes. Vous auriez dû constater qu'ils font aussi... un effort de positionner suffisamment de jeunes. Donc je me dis, au sein des partis politiques, il faut que cette envie... Mouel Bénin aussi, j'ai vu beaucoup de jeunes... Je ne voulais pas aller au niveau de Mouel Bénin parce que malheureusement, il y a eu des jeunes qui ont assez travaillé au cœur de ce parti politique-là et qui s'attendaient à des positionnements. Et c'est là où la question de la limite relative à l'appréhension que les jeunes doivent ou l'appréhension que les jeunes se font des partis politiques, c'est là où je trouve que vous avez entièrement raison. Il y a parfois une certaine naïveté. Vous pouvez être certes jeune, avoir les compétences, et votre parti politique peut ne pas vous positionner aujourd'hui. Ça ne signifie pas que systématiquement, vous allez quitter le parti. Non, pas du tout. Il y en a qui se sont retrouvés dans cette posture-là. Quand on prend par exemple le cas de Mouel Bénin, il y a eu suffisamment de jeunes qui sont partis parce qu'ils n'ont pas été positionnés. Ils attendent d'être positionnés. Voilà, ils attendaient d'être positionnés. Et quand ça se passe comme ça, ne soyez pas surpris que les vieux, quand je dis vieux, c'est bien sûr entre griffes parce que je concède quand même... Ils savent patienter. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça, c'est lié aussi à toutes ces mauvaises pratiques-là que nous avons avant. On sait pourquoi les gens rentraient dans la politique dans le temps. On y va parce qu'on veut faire du, comme on dit dans la rue, du sotia-doucha. Voilà. On veut y aller, faire rapidement, avoir de l'argent et s'en aller comme tout le monde. Et la politique était devenue finalement le seul ascenseur social qui marchait au Bénin où tout le monde s'engouffrait et c'était donc le lit parfait pour la corruption, pour des détournements, pour des, comment on appelle, enfin, pour mettre des personnes qu'il ne faut pas à la place et qui ne leur appartient pas véritablement parce que quand on regarde leurs compétences et cette place-là, ça ne marche pas du tout, mais on les mettait quand même. Donc il y avait toutes ces mauvaises pratiques-là qui existaient. Peut-être qu'aujourd'hui, on va dire aux jeunes d'être un peu plus patients, d'être un peu plus persévérants, de montrer leurs preuves lorsqu'ils sont quelque part, de faire tout. L'adversité, ça viendra. L'envie de ne pas te placer, ça viendra. Parce que l'autre qui est là aussi, il veut se faire sa place. Ça fait un bon moment, peut-être qu'il est dans le parti. Lui, voilà. Et c'est un ancien, il est fondateur du parti. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il t'ouvre toutes les portes. Donc, tu te calmes, tu attends ton temps. Et quand le temps vient, tu prends ta place, tu essaies de faire ce que tu peux faire. Tu fais le maximum que tu pourras. C'est sûr que on te le reconnaîtra. Donc, il faut apprendre cela aux jeunes. Et puis, l'autre chose aussi donc, que vous avez évoqué avec Hector, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On sent comme une injection, on va dire, de sang neuf dans la politique béninoise. Et vous l'avez tous, c'est quelque chose qui n'est pas très souvent évoqué. Ça passe de manière très subtile, mais c'est réel aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont laissé finalement la place à des plus jeunes. Et ça aussi, c'est important dans un pays. Il faut injecter du sang neuf. C'est ça qui permet donc la pérennisation des choses et de faire avancer aussi le pays. Parce que vous savez, la jeunesse, quel que soit ce qu'on dit, c'est la jeunesse qui apporte aussi quelquefois l'innovation, qui apporte aussi tout ce qu'il faut comme
transgression qui permet donc d'aller de l'avant. Quand il dit transgression, ce n'est pas forcément, c'est pas toutes les transgressions qui sont mauvaises. Enfin, je vais vous expliquer un peu. Quand vous prenez notre domaine, on nous donne tous les canevas possibles dans notre métier. Voilà, on ne dit pas si, on ne fait pas si, tel format, c'est telle minute, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous allez regarder très bien, il y a des gens qui font des choses, mais qui ne respectent pratiquement aucune règle, mais que finalement la population adopte. Regardez un peu les revues de presse populaire qu'on faisait avec Dawawi qui en était le pionnier. Ça respectait vraiment quoi comme règle de la presse. Donc c'est une forme de transgression, ça a été apporté par ces... Donc c'est comme ça que l'innovation arrive également. Donc il faut du sang neuf, il faut que les jeunes viennent avec leur fougue pour pouvoir donc bousculer un tout petit peu les choses et essayer donc d'apporter du neuf, d'apporter donc de l'inédit, des choses qui vont épater tout le monde. Je pense que la créativité, c'est beaucoup chez les jeunes parce que les anciens aussi, ils ont fait leur temps. Ils ont beaucoup donné au pays. C'est vrai qu'ils ne veulent pas lâcher. Il n'y a qu'à regarder quelquefois quelques sorties. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Je suis votre regard. Il y a encore des anciens ministres, voilà, des anciens qui ont déjà bouffé, voilà, qui sont encore là, assis à la table. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent encore apporter quelque chose au pays. Ils ne sont pas complètement finis. Et ça, on ne peut pas le dire. Ou bien ils sont nostalgiques de ce qu'ils ont gagné dans la politique et ça fait qu'ils restent accrochés. Non, je pense qu'ils se sentent vraiment capables encore du combat. Ils se sentent donc de ce combat-là. Ils ont envie aussi d'apporter. Mais, comme je le dis, il faut laisser une petite place quand même aux jeunes pour qu'eux aussi ils apportent leur fougue, leur dynamisme. Une petite ou une grande place? Bon, en tout cas, une place qu'elle a leur. Parce que lorsqu'on dit papa, les jeunes frappent à la porte, c'est pas pour avoir une petite place. Hein. Oui. Je voudrais quand même revenir sur un élément, ma foi, qui est très important, c'est la formation de ces jeunes. La plupart des jeunes dont nous parlons aujourd'hui, qu'ils soient au cœur des partis politiques ou dénichés par quelques parrains que ce soit, c'est des jeunes qui sont très bien formés. C'est des jeunes qui ont le diplôme en poche. Il faudrait qu'on insiste là-dessus, sinon les gens ne pourront pas comprendre. Hier, vous allez à la politique parce que vous êtes... de l'argent. Hein. Vous avez le pouvoir financier. Vous avez le pouvoir financier. Mais aujourd'hui, vous faites la politique au Bénin parce que vous aviez une bonne formation, vous avez de très bons diplômes et donc les leaders qui sont là, à la tête de leur formation politique, se disent, avec ce profil, on peut le positionner. Donc, je voudrais me permettre de dire à tous ces jeunes-là qui ont envie de faire de la politique aujourd'hui, ne pensez pas que le Bénin d'aujourd'hui est le Bénin que nous avions connu il y a une vingtaine d'années. Si vous voulez effectivement faire de la politique, continuez votre formation. Si vous avez des problèmes de diplôme, si vous avez des problèmes de diplôme, peu importe l'âge, reprenez à zéro. Vous aurez l'occasion, un de ces jours donc, d'être positionné parce qu'on dira, il est positionné à partir de sa compétence. Ce ne sera plus une question de est-ce qu'il a l'argent. Parce que regardez un peu l'environnement. Aujourd'hui, c'est le parti politique qui met les sous pour que vous puissiez aller aux élections. Ce n'est plus l'individu qui vient à lui seul pour dire, bon, moi j'ai 200 millions, et voici ceux-là que vous deviez me positionner. C'est le parti politique à travers le bureau national ou le bureau exécutif. Même si quelque part il y a des gens qui restent dans la nuit et enlèvent certains noms, ben, quand même, oui, il faut le dire. C'est vrai, c'est des choses. C'est des choses qui ne sont pas encore complètement éradiquées. Mais il faut avoir l'honnêteté de le dire pour que ces jeunes-là qui aujourd'hui sont directeurs généraux à la tête de nos agences ou à la tête des structures étatiques, nous puissions savoir que c'est des cadres de la République. Qu'on ne pense pas que, oui, c'est parce qu'ils... tous n'ont pas fait la politique. Non, tous n'ont pas fait la politique. Que les gens que les gens les respectent au regard de leur formation, de leur carrière. Pour moi, c'est très important. Le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de nous faire comprendre aujourd'hui... On va finir pour caricaturer en montrant les préfets qui sont à la tête de nos départements. Je pense que ça montre finalement quoi la fraîcheur, voilà, la jeunesse. Voilà, la jeunesse. Mais je pense que c'est lié... Même si parmi eux, il y a certains qui ont de l'expérience, il faut toujours des gens, des personnes expérimentées
pour quand même que les jeunes, vous savez, les jeunes parfois sont fougueux, hein, donc voilà. il faut les encadrer par des expérimentés, d'où la présence des personnes d'un certain âge encore dans la séraille politique. Voilà. Et je dis très souvent, malgré que je sois journaliste, mais je suis quelque part très moderniste aussi, et je le dis très souvent. Et ce qui fait que quelquefois, quand le président Patrice Talon pose des actes, malgré que je suis normalement, mon rôle est de critiquer. Je critique, je fais ce que je peux comme critique, mais il y a des choses qui forcent quand même le respect. Qui forcent l'admiration, comme voilà, qui forcent l'admiration, parce que moi, j'aime la modernité. Et le président Patrice Talon, sa manière de faire, mais c'est très moderne, il faut le dire. Regardez ce qu'il fait du pays aujourd'hui. C'est important. Et on ne peut pas aimer la modernité sans aimer la jeunesse. Parce que la modernité, qui l'apporte? Il parlait tout à l'heure de transgression. Qui sont ceux qui vont apporter cette modernité-là? Cette marche-là vers donc la modernité. Je pense que c'est la jeunesse aussi. Et le président Talon a montré, a donné l'élan à travers donc son gouvernement. Regardez le gouvernement, vous en avez parlé. Regardez des ministres comme Wadaï, comme Pati. C'est des gens... Certaines personnes ne se préoccupent pas de ce que le gouvernement fait, ce que le président fait, mais plutôt qu'est-ce qu'ils sont en train de bouffer là? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils bouffent là? Voilà. C'est ce côté-là qui les intéresse. Est-ce qu'ils bouffent ou pas? Oui, ça va les intéresser. On n'a aucun regard positif sur le travail qui est en train d'être fait. On ne veut même pas accorder à l'autre l'amour de la patrie. Le crédit. Voilà, le crédit que celui-là, bon, lui aussi, c'est parce qu'il aime le pays qu'il a voulu être là. On veut tout de suite tout peindre en noir. Bon, ça aussi, c'est un problème. Bon. Je suis complètement d'accord. Oui, mais c'est un problème. C'est un problème. Les gens l'ont. Il y a des critiques qui sont constructives, mais il y a d'autres critiques aussi qui sont pas. C'est pas dans notre ADN ce genre de comportement. Non, je ne pense pas que nous soyons passés du quartier latin au quartier crétin à pouvoir donc citer le révérend père Alfred Quenom à travers. Oui, c'est lui qui l'avait dit à travers le titre de sa chronique. Ceux qui aujourd'hui revendiquent des droits, qu'est-ce qu'ils avaient fait de ces droits quand ils étaient au pouvoir? En fait, il y a des sujets d'intérêt national sur lesquels il faut que nous puissions nous départir de nos obédiences politiques pour effectivement dire ce qui est. Beaucoup se diront, oui, c'est des journalistes partisans. Oui, il faut avoir la fierté aussi parfois journaliste partisan. Il faut avoir la fierté parfois aussi de dire, oui, d'accord. Ce qui vient d'être fait, je m'y retrouve. Okay. Je sens une certaine fierté parce que ça devrait se passer de cette manière-là. Prenez la route des pêches. Regardez les infrastructures routières aujourd'hui en réalisation dans notre pays. De par le passé, qu'est-ce qu'on observait? Il y a 10, 15 ans, 20 ans, le chantier commence, l'entrepreneur ou l'entreprise n'est pas là. On attend le jour où le ministère doit envoyer une équipe de contrôle pour que vous puissiez déployer toutes les machines comme si on travaillait. Des machines sur le terrain. Ah bon? Mais dès qu'il... Vous ne le saviez pas, vous n'étiez pas au pays. Non, je n'étais pas au pays. D'accord, c'était ce qui se passait chez nous ici au Bénin. Et dès que... dès que l'équipe s'en va... On enlève les machines. Vous ne verrez même plus les machines jusqu'à 18 h. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les infrastructures poussent comme des champignons. Regardez, quand vous prenez devant la SRT, c'est une bonne chose, mais parfois ça tape sur le système parce que vous n'avez plus de voie pour circuler dans Cotonou. Mais évidemment, c'est tellement difficile. Vous voyez là où vous allez, mais vous ne pouvez pas l'attendre facilement. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quelqu'un a dit qu'on ne fait pas les œufs sans casser des omelettes. Je suis heureux que vous en ayez parlé. Je vous donne un tableau. J'aime en fait être dans l'action. Prenez devant la SRTB, prenez devant la SRTB en direction de l'aéroport. Regardez comment est-ce qu'on a métamorphosé cette infrastructure routière. Et pourtant, ça a empêché qui de circuler? Oui, c'est ça les réels débats en fait d'intérêt national. Nous ne voulons parfois pas reconnaître parce qu'on trouve que celui qui est à la tête n'est pas du même bord politique que nous. Mais ce n'est pas que ça. Du moins, le reconnaître, c'est que dire qu'il a fait mieux que d'autres. On ne veut pas reconnaître. Mais chaque être... Il va placer un mot. C'est très rapide, hein, je vous redonne la parole. Ce que je veux dire par rapport à certains confrères, par rapport... Excusez-moi, je ne m'en prends vraiment à personne, c'est réel, c'est ce que j'ai pu observer dans notre profession. C'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que
être journaliste, c'est forcément émettre des critiques acerbes. C'est ça, être journaliste. Moi, je ne pense pas. Critiquer ne veut pas dire dénier à l'autre tout ce qu'il fait de bien. Ne pas le lui reconnaître. Non, mais c'est-à-dire critiquer n'est pas forcément aussi dire tout, rien que ce que l'autre fait de mauvais. Non, il faut peindre critiquer, tout ce que l'autre fait. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça critiquer. On a cette impression. Ici, vous voyez que notre travail, c'est que quand c'est bon, chez nous, quand c'est bon, on le dit, quel que soit, les analyses politiques qui passent sur ce plateau, quand c'est bon, ils le disent, quand ce n'est pas bon, ils le disent aussi. Et je pense que dans notre travail de ces dernières années, on a beaucoup aidé les décideurs. Et il faut reconnaître qu'ils sont à l'écoute. Oui, je suis complètement d'accord. Et ils améliorent au fur et à mesure les remarques que nous faisons pour que les choses avancent. Je suis d'accord, mais il faudrait quand même comprendre que faire la critique politique en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique, ou si vous voulez, il est important également de pouvoir prendre du recul et de pouvoir se mettre à la place de tous les camps que vous êtes en train de critiquer. Ok, qu'est-ce qui a pu les pousser à faire cela? Et mettre les choses en relation avec le passé, avec le futur. Il faut faire toutes ces analyses-là. Il ne faut pas tomber tout de suite dessus et commencer comment on appelle, à jeter de l'opprobre, par exemple, tout ce qui est fait. Donc, c'est ce que moi je veux dire. Parce que chez nous, c'est le sentiment, en tout cas moi que j'ai personnellement, les gens ont envie de devenir peut-être des héros, de devenir ceux que la foule va apprécier, parce que la foule aime ça. Le petit Goliath, le petit David qui s'en prend au grand Goliath, la foule aime ça. Le petit journaliste qui est là, qui n'a rien, et qui tout le temps tape sur le président, tape sur les ministres, tape sur les députés. Donc, la foule aime ça. Oui, il est courageux. Mais est-ce que tu fais ton travail dans les règles de l'art? Il faut penser à ça à chaque fois. Et finalement, c'est ça qui fait que certains sont rattrapés par ce qu'ils disent, par ce qu'ils publient sur leur page. Et quand on les attrape, on crie « Oh, liberté de presse ». Moi, je pense que il faut faire quand même attention. C'est vrai qu'il y a un travail à faire, parce que Reporters sans frontières ne fait pas son travail n'importe comment. C'est des gens très sérieux qui prennent beaucoup de choses en compte, mais au même moment aussi, il faudrait que nous aussi, journalistes, on ne fasse plus, je veux dire, preuve d'impéritie, c'est-à-dire de manque de professionnalisme. Voilà un peu ce que moi je voulais dire par rapport à ça. On va finir avec le sujet. Je vous laisse finir et on finit en clôture. Merci. Il est 9h05. Le rôle du journaliste, c'est d'informer. Le rôle du journaliste, c'est d'informer. Il n'est pas dit que le journaliste fait la sélection par rapport à l'information. Si je constate que ce qui se fait dans mon pays, c'est de la transformation, j'en parle. J'en parle parce que c'est un droit constitutionnel pour les populations. Maintenant, si vous faites le choix d'être critique, c'est votre droit le plus absolu. Mais n'oubliez pas que dans le code déontologique, il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité du journaliste. C'est très bien signifié. Et la responsabilité du journaliste, vous avez des informations vérifiées, vous avez des informations fiables, mais au regard de votre statut de journaliste, vous ne pouvez pas partager cette information-là parce qu'il y a peut-être derrière, dès que vous partagez l'information, il y a beaucoup d'autres choses qui pouvaient se passer. Et donc, votre responsabilité sociale, cette fois-ci, vous fait obligation d'avoir de la retenue, de la réserve. Donc, je suis parfaitement d'accord avec Oumar par rapport à ce dernier aspect qu'il a développé. Parce que la masse, oui, la masse veut des journalistes héros. Mais le journaliste héros se retrouvera demain dans quelle posture? Moi, je n'ai pas fait de toutes les façons... Quand les tests vont le rattraper? Oui. De toutes les façons, moi, je n'ai pas fait un vœu de pauvreté. Le journalisme... Est-ce que vous voulez dire que tout ce qui est fait est bien? Mais je vous ai toujours donné... on a toujours parlé sur ce plateau-là. Par exemple, sur le plan politique. Moi, je me souviens avoir dit, par exemple, sur ce plateau, mais si j'étais devant le chef de l'État, je vais lui demander, mais pourquoi tout le monde dit de revoir ce code et puis il refuse? Ça veut dire que quelque part, on reconnaît qu'il y a des limites aussi. Parce que peut-être, à vous entendre ce matin, on dirait peut-être des laudateurs. Pas du tout. Vous avez parlé des laudateurs du pouvoir. On dirait que j'ai autour de moi des laudateurs du pouvoir. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question. C'est tout ce qui se fait bien. C'est heureux que vous ayez prononcé le mot laudateur. Nous sommes avant d'être journalistes, des citoyens béninois. J'ai dit, est-ce que tout ce qui se fait alors bien?
je vous dis, avant que On a nous jamais soyons dit que des tout journalistes, était bien nous aussi, sommes Maurice. d'abord des citoyens C'est vous qui nous béninois. recevez sur ce plateau, vous Et savez moi, ce je qu'on n'ai dit. jamais manqué. Non, bon, en fait, je vous ai laissé parler après. Je vous ai dit ce que je ressens. Le Donc, sentiment que vous avez, Hmm. le sentiment que vous avez, c'est le sentiment que peut-être d'autres compatriotes nourrissent en ce moment-ci, en nous regardant. en nous suivant. C'est possible. Et donc, pour moi, vous savez que toutes les fois Mais où vous j'ai n'avez pas pris- répondu à ma toutes question. les Est-ce que fois ça où- veut dire que tout ce toutes qui les est fait, fois où- tout est bien toutes les fois où j'ai pris la parole pour présenter le bilan du chef de l'État, Patrice Talon, je vous ai dit, Ah, vous présentez le oui, je bilan, présente vous son, êtes devenu- je présente vous son êtes bilan devenu puisque nous sommes... le mais porte-parole. écoutez, si on ne fait pas le bilan, on lui a confié la gestion d'un pays. C'est à lui de faire le bilan. Ce et non n'est à pas à vous. lui, ce n'est pas à lui de nous- faire c'est à le nous aussi bilan. de faire le Ah, bilan. c'est à vous. C'est Si on à l'a nous mandaté, de- on l'a mandaté. c'est Nous, à- nous, peuple, on veut dire, nous, Béninois. C'est ça. D'accord. Écoutez, Vous également, vous pouvez le faire. je c'est vais, normal. je vais finir par dire ce que je devrais dire. Je n'ai jamais manqué de signifier que le chef de l'État, Patrice Talon, la limite qu'on peut lui reprocher en termes de gouvernance, Il vous reste 1 minute. c'est bien sûr du côté du respect des droits humains. Au niveau du respect des droits humains, pour moi, le chef de l'État, il a failli. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lui reprocher. Mais ce n'est pas pour autant qu'on puisse aujourd'hui peindre en noir Tout le travail pratiquement qu'il a fait tout aussi. ce qu'il a pu faire à la tête de notre pays. Quoi qu'on dise, c'est un chef d'État extraordinaire. Il a transformé le visage de notre pays. Regardez toute la fierté qu'on nourrit en voyant des touristes venir chez nous, retourner chez eux et célébrer autrement le Bénin. Qui ne veut pas se retrouver au cœur d'une nation qui est Comme le célébrée Bénin. à l'international. Très bien. Moi, je nourris cette fierté-là et je suis fier d'être béninois. Merci. Vous avez parlé de Merci l'audateur à du vous. pouvoir. On vous a Si compris. vous savez comment on fait pour être l'audateur du pouvoir, parce que moi, mon mode de vie en ce moment, vous connaissez, je n'ai rien pratiquement. Je sais qu'un bon laudateur du pouvoir, normalement, doit recevoir quelque chose du pouvoir. Moi, je ne Ah, reçois c'est ça? rien. Moi, je ne savais pas. Si- Bon, moi, j'ai mis quelqu'un- l'audateur entre griffes. Hein. J'ai Bon, mis si entre quelqu'un qui griffes. chante les louanges de quelqu'un, Quand c'est le il faut- d'accord, ça devient encore plus précis. Voilà, voilà. Si je dois chanter tous les jours les louanges et qu'on ne me donne rien, à quoi ça me sert? Et imaginez-vous. Normalement, je ne suis pas l'audateur du pouvoir. Parce que Je n'ai rien, je n'ai absolument rien. Voilà, c'est les mêmes vêtements Est-ce qu'on porte pour venir que sur vous le voulez plateau être tous les jours. l'audateur? Est-ce que vous voulez alors être l'audateur? Non, c'est vous qui avez dit qu'on a l'impression. dites-moi, est-ce Si que vous vous pensez voulez que je être suis l'audateur l'audateur? du pouvoir, allez donner mon nom là-bas pour qu'on me donne quelque Parce que chose. si vous me dites tout de suite oui, à partir de la semaine prochaine, vous ne viendrez plus ici. Ah bon? Oui. Non, non, en fait. Parce que, vous parce me que vous connaissez. ferez mieux d'aller dans un parti politique. Vous me connaissez. Dans un parti politique de la mouvance. Vous D'accord? me connaissez. Bon. Et je Encore pense que que, dans les et je partis pense que politiques de la les- mouvance, ils ne reçoivent rien. Ils ne reçoivent Ah, rien. vous nous Au contraire, informez, vous nous oui, informez. au Enfin, contraire, moi, je il n'en faut sais rien sortir de par rapport à ça. l'argent. Et les milliards qu'on partage, Ils les font partis sortir. là, il y a de l'argent pour les partis politiques, non? Oui. Comment ils appellent ça? La- Financement des partis financement Le politiques. public, financement ouais. des partis politiques, c'est un fait. Mais au-delà du financement des partis politiques, il y a la cotisation du membre. Aujourd'hui, c'est une réalité. En fait, nous avons eu, avec le président Patrice Talon, la chance de revivre beaucoup de valeurs sur lesquelles il nous est peut-être difficile de faire le débat. Bon. Faites un tour aujourd'hui au Ça sein des reprend. au sein des partis politiques. Non, mais Aujourd'hui, en tout cas, c'est vous qui avez créé ça. aujourd'hui, c'est un bon C'est vous jour. qui avez- Aujourd'hui, c'est un bon jour. Visiblement, vous êtes dans une posture opposante. Ah Parce oui, que- mais je- Oui, mais- c'est vous qui êtes opposant. Parce Non, que vous refusez qu'on puisse dire du bien quand c'est bien. Traitez-moi d'opposant. Traitez-moi d'opposant. Oui. Moi, je suis en train de conduire le débat. Et je joue mon rôle de journaliste que vous aimez, qu'on joue. Et donc, vous ne pouvez pas me traiter d'opposant. Non, mais Mais pourquoi ça vous dérange qu'on puisse dire sur le bien? Vous me chantez dans les oreilles. Non, mais Maurice, moi, j'ai dit, avant mon propos, j'ai dit, je suis très moderniste dans ma manière d'être. Bon, voilà. J'aime la modernité. En tout Et cas, dites-moi, non, je vais vous poser une question aussi pour une fois. Non, je salue, c'est moi qui pose des attendez, questions. non, monsieur. non, pour une Je fois, salue pour une votre- fois, votre- permettez, je salue permettez. votre ouverture d'esprit Maurice. sur ce plateau. Je salue Maurice. les louanges, Maurice. les louanges. J'aime bien quand même vous dire que vous êtes très dites-moi, bien habillé. dites-moi, soyez Merci. Il soyez reste- honnête, il honnête reste un objectif. peu, il reste un peu. Soyez honnête objectif. Quelqu'un s'il vous qui plaît. aime la modernité, dites-moi, est-ce qu'il ne peut pas aimer un tout petit peu ce que le président Talon fait? Non, dites-moi, sincèrement. J'aime ce qu'il fait, non? Bon, ça va. Ou bien vous Bon, voulez vous que êtes- je dise que je n'aime